Les qualités de la formation des psychologues, les psychologues sont et quand je parle des psychologues, la formation que je connais, c'est celle de psychologue clinicien. Donc, ce seront vraiment des acteurs de terrain. Cliniciens, pour moi, ce sont des belles lettres parce que c'est au chevet du patient. Donc, il y a vraiment la réalité de la prise en compte de l'humanité, du fait clinique, du quotidien, ce qui nécessite, et c'est ce que permet, c'est toute la richesse de la formation en psychologie clinique, c'est toute la culture, la prise en compte du social, du politique, de l'historique, de l'économique, mais aussi la prise en compte de différentes réalités théoriques et techniques, donc la pluridisciplinarité. Il y a vraiment la formation de psychologue clinicien, c'est une formation holistique ou qui se veut holistique parce qu'elle ouvre ou qu'elle donne la possibilité de s'ouvrir et de pouvoir accéder à de nombreux champs. D'accéder au champ des neurosciences, même si le psychologue clinicien n'est pas spécialiste des neurosciences, mais il va avoir un bagage qui lui permet, si ensuite il a envie d'aller plus loin, de pouvoir vraiment aller plus loin, de pouvoir se former autour de tout ce qui concerne le social, la psychologie sociale, mais le culturel, l'interculturel, s'intéresser à des pathologies spécifiques, la prise en compte du trauma, aussi le travail en équipe, le travail groupal, le travail de supervision. Donc, il y a vraiment une grande richesse dans la formation clinique, celle que j'ai rencontrée au moins sur Aix-en-Provence. Vous diriez que c'est une des qualités importantes de la formation des psychologues en France, une ouverture théorique et intellectuelle assez bonne? Bah, je dirais que c'est une des qualités de la culture française qui, du coup, s'exprime dans la formation de la psychologie. Et je pense qu'on est, on est holistique, peut-être sans le savoir. Je ne sais pas si tout le monde utiliserait ce terme-là, mais je pense qu'on a un besoin, une exigence de cohérence en France. Je pense que ça vient en partie de la Révolution et du rejet du dogmatisme, bon, qui se trouve était religieux à l'époque, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est du dogmatisme et un besoin de rationalité, un besoin de comprendre, et puis aussi un besoin de justice. C'est vraiment tout ça se trouve au moment de la Révolution. C'est pas non plus le début, je pense que c'est le résultat de quelque chose dans notre culture où on a besoin d'inclure tout finalement. Et je ne veux pas dire que ce soit que français, je pense que c'est humain de toute façon, mais je crois que c'est très aussi ancré dans la manière dont on pense l'éducation en France. Hein, que ce soit au collège, au lycée, on est formé un petit peu à tout, on fait de la philosophie en terminale, quelle que soit la filière. Moi, c'était une spécialité de philosophie en terminale, donc j'avais, je crois, 7 heures de philosophie par semaine et un coefficient 9 au bac. C'est vrai qu'en arrivant aux États-Unis, on parle avec des gens qui ont peut-être jamais étudié la philosophie. Même au collège, enfin, qui est l'université ici. Et donc, on peut faire de la psychologie sans avoir jamais étudié la philosophie en tant que telle. Et ça, c'est juste un exemple, mais je pense que ça se voit dans notre formation. On a quand même une certaine volonté d'être pas forcément bon, expert partout, mais d'avoir une culture générale dans tous les domaines. Ça existe aussi aux États-Unis. Hein. On est, par exemple, ici, dans les premières années d'université, les étudiants vont choisir ce qu'on appelle un majors, donc ce serait un peu une espèce de dominante. Donc, par exemple, psychologie, ça veut dire que la plupart des cours vont être dans la psychologie, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'heures qui sont consacrées à d'autres choses qu'on choisit. Et donc, les étudiants qui seraient les équivalents de nos étudiants de licence en France vont encore choisir des choses comme histoire de France, mathématiques, biologie. Et c'est vraiment des choix qui sont faits par les étudiants eux-mêmes. Donc, ils ont encore la possibilité de s'ouvrir à plein de choses. Mais souvent, c'est déjà orienté vers un projet professionnel ou de poursuite éducative. On leur dit, voilà, ce serait bien de choisir telle option, tel cours. Et ça n'empêche pas qu'ils aient de la curiosité aussi. Mais c'est vrai qu'en France, on est plus organisé, un peu plus contrôlant de ce point de vue-là. On dit il faut avoir dans le bagage. Alors que aux États-Unis, c'est plus la culture de la liberté, de faire son propre choix. Et ça, je pense que cette emphase peut-être d'être un petit peu plus organisé,
avoir cette idée que tout le monde doit avoir un certain bagage de culture générale, de formation dans différents domaines. Et ça fait que je pense que ça aide au final à avoir une compréhension peut-être plus globale des choses. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a aussi le défaut d'être en place dominante depuis longtemps d'un point de vue économique, politique. Et comme toujours, quand on domine, on finit par perdre de vue qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui pourraient être mieux. Les États-Unis, c'est un pays quand même assez auto-centré. Demander aux Américains de citer des villes dans des pays européens, c'est très vite, ça va être limité. Alors que depuis la France, on regarde la télévision, on sait où se trouvent les villes américaines, tout le monde est au courant de la politique américaine. Donc je crois que ce qui peut être aperçu comme un peu on pourrait avoir un peu un complexe d'infériorité en regardant que la littérature scientifique est toujours en anglais, vient des grandes universités américaines. Ça peut aussi donner un avantage à la France, c'est de se dire finalement on a toujours quelque chose à apprendre, on est toujours obligé de regarder un petit peu ailleurs. Et du coup, on est peut-être un petit peu moins susceptible de se satisfaire de ce qu'on sait, de ce qu'on est. Donc, oui, je dirais que de ce point de vue-là, la formation française que j'ai connue, même si à l'époque, il y avait des choses que j'aimais pas apprendre, hein. C'est aussi le défaut, le problème qu'on peut voir, c'est de se dire pourquoi il faudrait que j'étudie encore de la psychologie du travail jusqu'en licence, alors que je sais déjà ce que je veux faire, ou de la psychanalyse quand je sais. Mais au final, je dirais que ça porte quand même une solidité, une connaissance. Je pense, je peux me tromper, mais je pense vraiment quand je compare la connaissance que mes collègues ont, et que j'ai vu ça même à l'époque où où mes collègues étaient souvent des étudiants en doctorat. Ici, j'avais déjà fini mon doctorat, mais beaucoup de gens qui étaient autour de moi étaient en fin de formation. Et puis maintenant, des professionnels. J'ai quand même la sensation, peut-être que je suis biaisé, mais que j'ai une connaissance plus approfondie des différents domaines de la psychologie, des différentes théories aussi. Il y a toujours une exposition à un moment ou à un autre à tout, parce qu'il y a toujours un cours, on parle d'histoire de la psychologie, des différentes formes de psychothérapie, mais très souvent, des professionnels n'ont pas eu des cours sur plusieurs années en psychanalyse, par exemple. Moi, j'ai eu des cours de psychanalyse en première année, deuxième année, troisième année, et à l'inverse, des psychanalystes, ça dépend des universités, mais de plus en plus, ont eu aussi des cours de psychologie cognitive, de psychologie comportementale, de psychologie du travail. Et ça, c'est pas vrai, je dirais pas de manière aussi approfondie aux États-Unis, notamment si on s'arrête au niveau master. Après, si on va plus loin au niveau doctorat, puisque aux États-Unis, pour être psychologue, il faut avoir un doctorat. Donc, il y a encore beaucoup de cours à ce stade-là. Mais si on s'arrête au niveau master, je pense que la formation française est quand même très, très riche finalement. Après des études universitaires de haut niveau, ce qui manquait, c'était des formations techniques, pratiques, à des outils du quotidien, des réponses pragmatiques, concrètes au métier de clinicien. C'est pour cela que j'ai constitué l'Institut Wainside, parce que pendant de nombreuses années, j'ai pratiqué, et ce que je continue à faire, la supervision auprès d'équipes, d'institutions, mais aussi auprès de cliniciens engagés en libéral, de jeunes praticiens. Et ce qui ressortait, c'était vraiment cette insuffisance en termes de pratique, cette insuffisance en termes d'outils d'accompagnement, cette insuffisance en termes de comment choisir mon dispositif. Le manque dans la formation des cliniciens, c'est sûrement pas la théorie. Il y a une richesse théorique, il y a des choix théoriques, il y a une possibilité d'élargir un panel pour rendre plus large la vision du clinicien, mais ce qui manque, ce sont des outils modernes. Ce qui manque encore aujourd'hui, je pourrais dire, ce sont aussi les tests de personnalité. Ils commencent à disparaître. C'était disponible il y a 20 ans, 30 ans. Formation Rorschach, formation TAT, dessin de la famille. Les cliniciens qui sortaient avaient cette maîtrise-là. Les cliniciens aujourd'hui qui sortent ont une connaissance de ce domaine dans de nombreuses universités, mais n'ont pas une compétence.
Et pourtant, c'était des outils qui étaient d'une grande richesse et des outils qui avaient pu évoluer, notamment avec le Rorschach, avec la méthode Exner, qui est une méthode américaine. Par rapport à ce que moi j'ai connu et ce que je crois comprendre actuellement, mais je peux me tromper parce que je ne suis pas autant impliqué maintenant, il y a une formation vraiment professionnelle beaucoup plus forte ici, une préparation à la vie professionnelle qui est plus approfondie. Et je pense que ça tient à plusieurs choses. Le métier de psychologue est davantage, je pense, organisé, régulé. Les responsabilités sont plus grandes. Les règles éthiques, les lois sont plus claires, plus nombreuses sans doute, et plus encadrées. Il y a ce qu'on appelle ici les Board of Psychologists, qui serait équivalent un peu d'un conseil de l'ordre. C'est beaucoup plus proche finalement de la médecine. On a il y a un souci du respect des règles éthiques. Je ne parle pas dans l'esprit, je pense que dans l'esprit, on va retrouver ça en France aussi, mais il y a des cours sur les règles éthiques ici sont vraiment, voilà, c'est aussi apprendre les lois. Je sais que ça existe en France, mais pour avoir vraiment vu comment c'est ici, même au niveau des stages, c'est beaucoup plus rigoureux. Il y a et je pense que ça tient aussi au fait que la société américaine est beaucoup plus légaliste et qu'il faut donc faire aussi beaucoup plus attention. Hein, si on porte plainte, si quelqu'un porte plainte, ça peut être très vite beaucoup d'argent en jeu. Il y a aussi le fait que les assurances sont partie vraiment font partie vraiment du métier et du service de la santé mentale depuis très longtemps, en pratique privée, en pratique publique. C'est beaucoup plus courant ici d'aller voir un thérapeute et puis d'être remboursé par une assurance. Ce qui peut sembler paradoxal parce qu'on a tendance à penser que la France, justement, a tendance à couvrir les soins pour tous. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte de l'argent, que tout le monde ne peut pas se permettre ça ici. Mais c'est quand même très développé. Et du coup, ça veut dire que les thérapeutes doivent aussi rendre des comptes aux assurances. Donc, ça veut dire que, par exemple, on prend des notes après chaque séance. Ces notes doivent être écrites d'une certaine manière parce que si à un moment donné, le patient, le client veut demander ou que les assurances, savoir, il faut que ça ait été vraiment bien écrit, que ce soit archivé, que ce soit conservé pendant un certain nombre d'années. Il faut vraiment être prêt quand on est psychologue en France à l'aspect vraiment légal des choses. Pas en France, je veux dire aux États-Unis. Oui. Le thérapeute, c'est qu'on pourrait presque dire à un moment ou à un autre, il y aura sans doute une plainte ou au moins une vérification. Donc, c'est quand même un engagement aussi de ce côté-là. Donc, dans la formation, ça n'est pas que, je dirais, un souci, c'est que c'est aussi une opportunité de bien comprendre aussi les responsabilités qu'on a. Par exemple, des règles éthiques en France, on va peut-être en parler un peu plus d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique, hors du cadre légal, pas complètement, parce que bien sûr, il y a des responsabilités légales, mais encore une fois, je pense qu'ici, c'est beaucoup plus fort, et du coup, on va aller plus au fond des choses, et peut-être être un petit peu plus, comprendre un petit peu mieux comment ça s'ancre dans la société, sans compter qu'il y a des variations entre les États, entre les professions. Par exemple, un thérapeute qu'on va appeler ici un counselor niveau master va pas avoir les mêmes responsabilités qu'un psychologue. Donc, ça peut rendre les choses assez complexes, mais en termes de formation, ça peut permettre aussi de mieux comprendre encore comment le métier s'intègre dans la société et puis comment les gens dans la société voient notre travail. Je dirais que ça, c'est un aspect qui est beaucoup plus développé. Et puis aussi, dans la formation clinique, les stages sont plus longs et s'organisent d'une manière qui est beaucoup plus proche de l'internat de médecine en France. Il y a plus d'autonomie, il y a plus de responsabilités aussi. Ça dure vraiment, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est un internat. Hein, ça dure 1 an. Ça, c'est pour les psychologues qui deviennent psychologues à travers un doctorat.
C'est dans la dernière année, l'année où on finit aussi la dissertation, l'équivalent de la thèse. C'est très, très proche du modèle de devenir médecin en France, en fait. Et je pense que ça aide aussi, quand on devient professionnel, à avoir eu vraiment l'expérience clinique, souvent en plus dans différents domaines, parce que souvent l'internat va se placer dans une institution, comme par exemple ça peut être un hôpital, et on ne va pas être juste à un endroit avec le même psychologue qui supervise. Ça va être, on va faire des rotations, comme en médecine, on va faire 3 mois dans le service, ça peut être un service d'urgence, ensuite ça peut être 3 mois avec des enfants, et en fonction quand même des spécialités. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est lancé, on a eu une formation quand même assez développée dans pas mal de domaines. Ça n'existe pas en France, à moins de multiplier les stages, à moins d'avoir des expériences professionnelles. Mais c'est vrai qu'on est lancé peut-être un peu plus dans le bain en France avant d'avoir peut-être une expérience professionnelle ou pratique plus développée. Disons que ça va dépendre beaucoup de ce qu'aura fait l'étudiant avant de se lancer. Voilà, tout Bien le sûr. monde peut développer des formations et autres, mais c'est plus un choix individuel, moins encadré.